Aujourd'hui, je vous invite à écouter Stéphane Aurel au micro de Maxime du podcast Green Letter Club. Stéphane Aurel est journaliste d'investigation et réalisatrice de documentaires. Elle s'intéresse majoritairement aux lobbies et aux conflits d'intérêts. Je suis ravie de vous proposer cet épisode aujourd'hui car je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de Stéphane Aurel pour réaliser mon mémoire de fin d'études et j'admire la qualité de son travail. Alors je vous souhaite une belle écoute et j'espère que cet épisode vous plaira. Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des pratiques des lobbies pour détourner la science. Études bidons, conflits d'intérêts ou intimidation. Les lobbyistes cherchent à noyauter les milieux scientifiques pour instiller le doute dans l'opinion. D'où cette question, en captant la science, les lobbies menacent-ils nos démocraties ? Pour y répondre, nous recevons Stéphane Aurel, journaliste au Monde, documentariste, spécialiste des lobbies et autrice, entre autres choses, de Lobbytomie, un livre fascinant sur les stratégies des lobbyistes. Bonjour Stéphane Aurel. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des lobbies, vous êtes l'auteur de nombreux livres et documentaires sur le sujet. Première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours, comment vous êtes intéressé à ce sujet des lobbies ? Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais travailler sur les lobbies, c'est que j'ai travaillé sur l'industrie pharmaceutique, après sur l'industrie agroalimentaire, et puis après sur l'industrie chimique, et je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part. Et donc je reconnaissais les mêmes stratégies d'influence de la décision publique, et du coup j'ai rencontré tout le corpus académique, et les bouquins qui ont été écrits à l'époque, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de recherches académiques, notamment sur les stratégies d'industrie du tabac, et donc j'ai compris que ces stratégies, elles avaient une matrice commune qui était l'industrie du tabac. Donc j'ai dévoré toute cette littérature académique et puis je suis reparti sur le terrain avec ma petite valise et ma loupe, quoi. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire des lobbies, comment ils se sont structurés, c'est notamment avec le lobby du tabac ? L'industrie du tabac, elle a eu son premier grand choc dans les années 50, quand la science a commencé à accumuler des preuves sur le lien entre la cigarette et le cancer du poumon. Et là, on est en fin 1953, et l'industrie du tabac, les grands industriels, les principaux fabricants aux États-Unis, décident de comploter. C'est une vraie conspiration, pour le coup. Ils se réunissent dans un grand hôtel à Manhattan et décident de mentir à leurs clients. Et plutôt que de leur dire notre produit vous tue, ils décident de rentrer dans un tunnel dans lequel ils sont toujours aujourd'hui, qui est de manipuler la science pour maintenir leurs produits sur le marché et minimiser les dangers de la cigarette et aujourd'hui des nouveaux produits, les produits électroniques que sont le tabac chauffé et la cigarette électronique par exemple. Alors vous faites souvent la distinction entre les lobbies et la corruption. L'enjeu est très important parce que c'est des pratiques de lobbying, bien que légales, peuvent causer des centaines de milliers, voire des millions de morts. Le lobbying, c'est quand même très dangereux pour la société civile. C'est très important de distinguer les deux. La corruption, c'est illégal. C'est payer quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose pour vous, qui peut être dans l'illégalité. Le lobbying, c'est légal. Le lobbying, c'est convaincre quelqu'un de faire quelque chose pour vous, que ce soit de changer une loi, de maintenir un produit sur le marché. Donc c'est important quand même de distinguer les choses, parce que c'est pas des bandits qui font du lobbying, c'est des consultants qui sont très bien payés et qui n'ont pas de honte. C'est un métier, qui ont leur profil sur LinkedIn, comme tout le monde, quoi. Et c'est pas parce que c'est légal que c'est pas nocif. Il y a plein de choses légales qui sont très nocives pour la société. Et le lobbying des firmes qui vendent des produits nocifs ou potentiellement dangereux, effectivement, a une influence énorme en termes de santé publique et de dégâts sur l'environnement. Pour avoir une idée des chiffres, par exemple sur l'amiante, sur le tabac, ça concerne des centaines de milliers, voire des millions de personnes ? Pour le tabac, on a des chiffres assez précis. La cigarette a tué 100 millions de personnes au cours du siècle dernier. Et si rien n'est fait pour empêcher les cigarettiers de continuer à vendre des cigarettes, on a prévu 1 milliard de morts au siècle prochain. C'est des chiffres complètement vertigineux. Donc la grande idée du lobbying, c'est d'instiller le doute dans l'opinion des scientifiques, des décideurs comme de l'opinion publique. Qu'est-ce que cette règle d'or qu'on lit souvent, deny, delay, deflect, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ce que les industriels des produits réglementés et dangereux ont réussi à faire au cours du siècle dernier, c'est qu'ils ont réussi à complètement changer la notion de doute scientifique en le remplaçant par le doute qu'on peut avoir dans un tribunal, où on veut être sûr de ne pas condamner à tort un innocent. Sauf que en science, la question du doute, elle n'est pas du tout la même. Le doute, c'est le moteur de l'avance. C'est comme ça qu'on repousse les frontières de l'ignorance, c'est qu'on fait progresser la connaissance. Il n'est pas du tout question de ne pas accuser à tort un produit, par exemple. Or, les industriels ont réussi à complètement changer la nature en fait du doute. Et c'est cette manufacture du doute, donc ces stratégies de manufacture du doute, on appelle ça comme ça, elles sont utilisées, elles ont été créées par l'industrie du tabac, mais avant eux, en fait, les industriels de la chimie, quand ils ont décidé de mettre du plomb dans l'essence, ce qui était une très mauvaise idée en termes de santé publique, et ça a été recyclé, réadapté, sophistiqué, adapté culturellement par tous les autres secteurs industriels et une des raisons, c'est parce ils employaient les mêmes cabinets de relations publiques ou les mêmes cabinets de lobbying, donc ils n'avaient pas réinventé la roue à chaque fois. Hop, on a notre petite valise à outils et on utilise les mêmes outils de manipulation de la science et de lobbying direct vis-à-vis des décideurs publics. Et justement, du coup, cette règle des 3D, deny, delay, deflect, deny c'est dénier, delay c'est retarder, et deflect c'est détourner. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ces trois mots ? Le déni, c'est une marque très forte de toutes ces industries. On l'a vu avec le changement climatique. Hein. Voilà, le déni, c'est d'ailleurs, moi, ça me pose plein de questions en termes de psychiatrie, en fait, parce que le déni de réalité, c'est quand même une définition de la folie. Mais tous ces industriels sont dans le déni de la réalité des faits. Donc le changement climatique, quoi, alors qu'il y avait même au sein des industries pétrolières, des compagnies pétrolières, une connaissance de ces faits-là, un déni en public et la construction de cette négation qui est là pour donc installer ce doute vis-à-vis des décideurs, et donc ce deuxième D qui est de delay, qui est retardé. Et le but de ces stratégies, c'est de retarder la décision réglementaire qui va retirer le produit du marché ou en restreindre les usages, ou retarder le procès dans des pays comme les États-Unis où la loi se fait dans les tribunaux, où les fabricants peuvent être condamnés à des amendes énormes ou voire à des retraits du produit suite à ces poursuites. Donc ça veut dire, si je résume, que d'abord, dans un premier temps, ils essayent les industriels, sachant les problèmes, par exemple le tabac sur le cancer du poumon, l'industrie pétrolière sur le changement climatique, elles ont conscience du problème, mais elles essaient de le nier. Et ensuite, quand elles ne peuvent plus le nier, elles essayent de repousser les réglementations qui arrivent. Tout va ensemble, c'est pas forcément des étapes, c'est-à-dire que c'est des stratégies qui se font en parallèle. Mais ce qui est important de dire, c'est que parce que quand on parle de ça comme ça, on peut dire elle est complètement complotiste, elle délire. Mais on sait que c'est une réalité par le biais des documents internes de ces industries. Donc l'industrie du tabac, à la fin des années 90, a été poursuivie par les procureurs américains pour rembourser les frais de santé à l'Amérique des dégâts de la cigarette. Et les compagnies ont été condamnées à verser au public leurs archives. Donc, stratégie classique, quand c'est dans les procédures judiciaires aussi, on noie l'adversaire de documents. À l'époque, Internet, c'était pas encore trop ça, et l'informatique non plus. Et donc, à la fin des années 90, il y a des camions entiers qui se sont remplis des mémos, correspondances, factures, contrats de Philip Morris, British American Tobacco, Reynolds. Et c'est parti à l'Université de Californie, à San Francisco, et ça a été scanné. Et puis, avec les progrès de l'informatique, tous ces documents ont été exploitables. Et donc, on s'est rendu compte, en analysant ces documents, donc ça c'est le fait d'universitaires, d'ONG, de journalistes, que ce qui était l'intentionnalité, en fait. C'est ça qui est toujours difficile à démontrer dans le lobbying et l'influence, c'est ce qu'il y avait une intention. On peut dire, non, on a fait ça mais parce qu'on y croyait, mais est-ce qu'il y avait une intention de mentir? Est-ce qu'il y avait une intention de détourner la science? Et donc ces documents ont permis de voir
en Technicolor Dolby Sound Surround, que c'était, il y avait une intention, que c'était des tactiques, des stratégies. Et donc ça c'est l'industrie du tabac, donc il y a un corpus énorme, hein, c'est des dizaines de millions de documents. Et puis les États-Unis ont les journalistes américains ont cette chance d'avoir les procédures judiciaires où il y a un processus qui s'appelle la discovery, donc la découverte, où les avocats peuvent aller partir à la pêche dans les documents de l'adversaire. Et donc c'est comme ça que des millions de pages peuvent être rendues publiques et donner accès justement à ces stratégies dans tout ce qu'elles ont plus plat, quoi, dans la vie et dans une entreprise, notamment ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, suite à des procès intentés contre Monsanto sur les effets du glyphosate sur la santé. Quels sont les éléments qui vous permettent de dire que il y avait vraiment une intentionnalité, enfin que les firmes savaient les dangers, par exemple, du glyphosate ou du tabac, et qu'elles ont fait des études ou des mouvements pour ne pas justement régler le problème? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? C'est des échanges. Souvent, c'est des échanges, en fait, ou des mémos adressés d'une personne à une autre, il n'y a pas d'ambiguïté, en fait, sur l'interprétation de ce qu'on voit. Cette scène très célèbre des PDG des fabricants de cigarettes aux États-Unis lors de ces procès qui ont tous juré devant le Sénat. Je pense que la nicotine n'est pas addictive. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Elle est dans un film qui s'appelle Révélation avec Al Pacino et Russell Crowe, qui est un film génial sur l'industrie du tabac. Et là, un à un, ils sous serment disent la nicotine n'est pas addictive, alors que toutes leurs archives ont montré quelques années plus tard que non seulement ils savaient que c'était addictif, mais ils faisaient en sorte de rendre la cigarette encore plus addictive en manipulant chimiquement les composés du tabac. Donc ça fait partie c'est un exemple parmi énormément d'autres, quoi. Mais ce qui est le point commun, en fait, de toutes ces industries, quand on arrive à récupérer des documents en interne, c'est que leur point commun, c'est que toutes savaient bien avant connaissaient les effets nocifs de leurs produits, bien avant que ça arrive au niveau du public. Un autre exemple, les composés perfluorés, donc le Scotch Guard, les revêtements anti-taches sur les canapés, les tapis, les chaussures, ou le téflon, voilà, donc tous les revêtements anti-adhésifs. Ça fait très longtemps, en fait. Ça fait 3 décennies que le fabricant Dupont et les deux fabricants Dupont et 3M, par leurs documents internes, suite à des procès, on sait qu'ils étaient parfaitement au courant des problèmes, qu'ils faisaient des tests sur des animaux de laboratoire et qu'ils voyaient des soucis de santé, même s'ils avaient scientifiquement, on n'avait pas la même connaissance technique des mécanismes, etc., de pourquoi ça causait ces problèmes. Mais en tout cas, c'est ce point commun, c'est cette connaissance d'un risque pour la santé ou l'environnement et une dissimulation de ce risque, mettant en danger la vie de milliers de personnes, voire beaucoup plus, et polluant l'environnement pour des durées parfois éternelles, parce que les perfluorés, on les appelle les polluants éternels, c'est qu'ils se dégradent pas dans l'environnement. Une fois qu'on les a largués dans une rivière, ils sont là pour toujours, et on en retrouve dans n'importe quel animal et jusqu'au fin fond des fosses du Pacifique, quoi. Alors, vous écrivez dans Lobbytomique, les lobbies sont souvent vus comme une force abstraite et sans contour. Les lobbies, au contraire, c'est des acteurs très incarnés, c'est des gens qui ont pignon sur rue. Est-ce qu'on peut faire une typologie des gens qui font du lobbying ? Oui, les lobbies, c'est un peu les créatures du marché. C'est des créatures complètement mythiques, alors que non. Et c'est souvent un terme qui est utilisé à tort dans les médias. Les lobbies, c'est avant tout les firmes, des entreprises privées qui ont quelque chose à vendre. Et ces entreprises sont souvent représentées par des organisations sectorielles qui défendent les intérêts de l'industrie chimique, l'industrie pétrolière, l'industrie agroalimentaire. Ensuite, il y a les lobbyistes, donc qui sont soit des employés au sein des firmes, on appelle ça in-house, ou bien des lobbyistes dans des cabinets de lobbying extérieurs, donc qui sont recrutés pour des missions particulières, ou bien qui sont clients à l'année ou sur plusieurs années.
Il y a les cabinets d'avocats, parce que quand on veut influencer la loi, c'est quand même pas mal d'avoir des gens qui, dont le métier, c'est de l'écrire et de la comprendre. Donc les cabinets d'avocats jouent des rôles. Ils jouent aussi le rôle de faire transiter l'argent grâce à la confidentialité client, donc de payer des experts sans qu'on puisse avoir une traçabilité de l'origine, par exemple. Et puis, il y a une autre catégorie qui est très peu connue du public, qui est ce qu'on appelle les cabinets de défense de produits. Et qui sont en fait des cabinets de lobbying spécialisés en sciences, qui emploient des scientifiques très diplômés, très compétents en épidémiologie, en toxicologie, en statistique, et qui sont en mesure de produire du matériau de lobbying, mais qui est publiable dans des revues scientifiques et qui a pour but d'influencer les régulateurs. Alors justement, qu'est-ce que sont ces product defense firms, ces cabinets de défense des produits? C'est des entreprises qui ont combien de salariés? C'est quel type de profil, par exemple? C'est des toxicologues? Quel type de profils sont dans ces cabinets? Ces cabinets, quand on travaille sur ces questions-là, c'est toujours les mêmes. Hein. Ça s'appelle Exponent, Weinberg Group, Gradient, Cantox, Intertech. Et le plus important, c'est Exponent aujourd'hui. Son chiffre d'affaires, c'est 250 millions de dollars par an. Ils ont environ 1000 employés, dont la moitié sont des diplômés en sciences. Donc, je disais épidémiologistes, toxicologues, biologistes, statisticiens. Donc, c'est des vraies petites machines de guerre scientifique, en fait, qui sont capables de donner le change face à des études universitaires payées par l'argent public. Et ils produisent beaucoup de sciences aussi dans ces cabinets. C'est-à-dire qu'ils font des études qui sont publiées dans des journaux scientifiques, reviewées par des pairs, c'est-à-dire que les articles sont soumis à d'autres scientifiques qui les valident. Comment ils arrivent à faire ça? Alors, ils publient dans des revues scientifiques. On va revenir sur pourquoi, mais ça ne veut pas dire qu'ils qu'ils font des études en soi. Et en fait, c'est très rare que ces cabinets fassent des études eux-mêmes. Ce qu'ils produisent comme matériaux scientifiques, c'est la critique d'études académiques qui montrent les dangers d'un produit. Et donc, ils créent systématiquement une opposition pour donner une impression qu'il n'y a pas de consensus sur, même si le consensus en science c'est quelque chose de plus compliqué que ça, mais ça donne l'impression qu'il y a une controverse sur la nocivité des effets. Et donc, c'est juste une question d'équilibre. Si vous avez 15 articles qui disent qu'il y a un problème avec telle substance chimique et un seul qui dit qu'il n'y en a pas, c'est facile pour le décideur. Si en face, il y en a 10, ça devient un petit peu plus compliqué. On se dit, faut faire plus d'études. Et c'est exactement ça qu'ils cherchent à faire et c'est exactement ça qu'ils produisent. C'est du matériau qui met en doute l'expertise souvent publique payée, faite par des universitaires sur financement public ou commanditée par des agences publiques pour donner cette impression qu'il y a un débat scientifique et qu'on n'est vraiment pas sûr, quoi. Et donc, contrairement à la recherche publique, vous dites qu'ils font pas forcément d'études eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils font des méta-analyses, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils font des revues de la science et disent en fait, le glyphosate, il y a des erreurs dans les études qui ont été publiées, donc on n'est pas sûr vraiment que ce soit dangereux. C'est ce type voilà. d'études? C'est des attaques ou des critiques, ils appellent ça des critiques, souvent d'études académiques. Soit ils reprennent les données et ils leur font dire quelque chose d'autre en expliquant que les autres se sont trompés, qu'il y a eu des biais, etc. C'est la science, dans leurs mots et leur esprit, la science financée sur fonds publics, elle est toujours biaisée. De toute façon, elle est biaisée parce qu'elle est financée par du public. On est dans un monde à l'envers un peu particulier dans cet univers-là. Et il y a donc c'est ce qu'on appelle les méta-analyses, c'est quand on regroupe plein d'études qui parlent d'une même question pour avoir une plus grande puissance statistique, parce que ça dégage plus de force dans la preuve. Et pareil, en changeant des paramètres pour leur faire dire autre chose. Et la raison pour laquelle ces études sont publiées dans des revues, c'est parce qu'elles correspondent aux critères qui permettent d'être publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, donc relues par les pairs. Et ce qui est un gros problème, moi j'appelle ça le science washing, c'est un gros problème et je pense que les revues scientifiques aujourd'hui ont une énorme responsabilité dans le fait de publier ces études qui ne sont en fait que du matériau de lobbying et auxquelles elles apportent un vernis de crédibilité scientifique qui dupe
les décideurs. Pour comprendre, c'est une pratique qui est à la marge, qui est assez limitée, ou c'est une pratique qui est massive? Il y a beaucoup d'articles qui sont publiés par ces cabinets-là. Il y a une publication massive en fait, d'études dans les revues scientifiques par ces cabinets de défense de produits, mais aussi ils peuvent aussi organiser des études signées par des scientifiques universitaires qui sont en fait rétribués par les firmes sans que leur nom apparaisse vraiment comme auteur, par exemple. Donc il y a plein de manières pour ces cabinets de défense de produits ou des cabinets de lobbying d'intervenir dans cette fabrication d'arguments, de faits scientifiques alternatifs, quoi. Ça, c'est le fameux ghostwriting. Alors le ghostwriting, on l'a découvert, on a découvert l'ampleur de son usage en toxicologie avec les Monsanto Papers et donc l'affaire du glyphosate. Alors que c'était quelque chose qu'on connaissait plutôt dans le domaine de l'industrie pharmaceutique. C'est très courant, en fait, dans l'industrie pharmaceutique. Il y a même des cabinets qui ont pignon sur rue qui proposent de ghostwriter des études. Ghostwriting, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, faut le définir. C'est ghost, ça veut dire fantôme, et writing, écrire. Donc ça consiste pour soit des cabinets de défense de produits, soit des cabinets d'avocats, c'est arrivé, ou des employés des firmes même, d'écrire des études et de les faire signer publiquement par des chercheurs académiques ou d'apparaître comme co-auteurs ou dans les remerciements, ce genre de choses. Mais donc les ghostwriters sont les employés des firmes et les prête-noms sont rétribués pour apporter le prestige de leur affiliation ou de leur titre académique à ces publications. Et donc à l'occasion des Monsanto Papers, donc ces documents qui ont été révélés suite à des procès aux États-Unis contre Monsanto pour le glyphosate, on s'est rendu compte que c'était une pratique, ce qu'on appelle Standard Operating Procedure chez Monsanto. C'est-à-dire qu'il y a des phrases, par exemple, dans ces documents, on voit faire commencer cette étude avec Monsanto comme ghostwriter. C'est-à-dire que le terme est utilisé comme passe-moi le sel, donc comme une pratique courante, en tout cas sur laquelle il n'y a pas de tabou, où on utilise un mot code. C'est comme ça fait partie de la palette d'outils qu'on utilise pour fabriquer de la science en défense du produit. Donc par exemple, pour être bien clair, c'est Monsanto, Bayer, une entreprise comme ça qui va voir directement, ou un cabinet de défense de produits qui travaille pour Monsanto et qui va voir un scientifique qui travaille à Harvard, à Yale, pour lui proposer de signer une étude que eux-mêmes ont réalisée, pour qu'il y ait pas qu'on puisse pas lier le fait que l'étude vienne directement des industriels. On peut plus ou moins toujours voir qu'il y a un lien avec l'industriel, mais c'est la place que l'industriel a pris dans la rédaction qui est dissimulée souvent. Et quelque chose, après, c'est quelque chose qu'on comprend en voyant les documents. Moi, j'ai parlé aussi à ces scientifiques qui prêtent leur nom à ces études. Moi, ce que je pense avoir compris de ça, c'est qu'il ne s'agit pas justement de corruption, de dire, voilà, vous mettez votre nom, voilà une petite valise de billets. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et les industriels ne veulent pas insulter les scientifiques font en sorte que justement les scientifiques ne se sentent pas corrompus. Donc il y a toujours, la rétribution est généralement assez modeste. C'est pas des sommes incroyables. Un chercheur allemand retraité avec qui j'ai eu affaire plusieurs fois me disait qu'il avait été payé de 3 000 € pour participer à plusieurs articles sur le glyphosate. Et il m'a même fait une blague sur le fait que sa femme lui avait reproché de ne pas se faire assez payer et qu'il roulait en vélo, quoi. Et donc il y a des rémunérations relativement raisonnables et d'après ce que je comprends, il y a une vraie part de travail. Il y a un travail effectif. C'est-à-dire que c'est pas juste on met un nom, en fait. On leur donne quelque chose à faire pour pas qu'ils aient l'impression de recevoir seulement de l'argent, quoi. Mais le fond de l'étude est là et ça peut être quel type, par exemple, d'apport qu'ils font pour qu'on comprenne? Pour ça, il faudra avoir toutes les étapes du brouillon jusqu'à la publication. Mais on a un petit peu de ça dans les Monsanto Papers, où dans un échange d'emails, le toxicologue en chef de la firme dit c'est moi qui ai écrit la base, quoi. Qui écrit la base de l'article scientifique. Donc c'est des choses aussi
peu ambigu que ça, qu'on peut parfois trouver. Et un autre exemple que j'aime beaucoup aussi, c'est la toxicologue en chef adjointe, Donna Farmer, où on voit Donna Farmer s'appelle. Le document, c'est donc le draft, le brouillon d'un papier scientifique, prêt à partir dans la revue scientifique. Elle a barré son nom. C'est-à-dire qu'il y a les 3 auteurs, elle a barré son nom. Voilà, comme ça, elle disparaît. C'est aussi simple que ça. Donc elle, c'était la directrice, la toxicologue adjointe dans une firme... Chez Monsanto. C'est une des responsables de la science et de la toxicité des produits, de vérifier que les produits vont pas rendre malade les gens chez Monsanto. Elle a, de toute évidence, coécrit cet article. Peut-être elle en a écrit la base, mais son nom, au stade ultime où il faut l'envoyer à la revue, elle enlève son nom. Je lisais dans votre livre que, par exemple, Exponent, donc qui est un des grands cabinets de défense de produits, avait publié 1850 articles entre 2000 et 2016, que le Tobacco Research Committee avait publié 6400 études entre 1954 et 1998, que par exemple Gradient publiait 90 articles en 2017. Ça veut dire quand même que il publie énormément d'articles. C'est pour noyer le poisson, donner l'impression qu'il y a une vraie controverse scientifique sur les sujets sur lesquels il traite. Oui, la masse est importante, justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. S'il y a qu'un vague article qui contredit le reste des études qui montrent un effet nocif, ça va pas faire le poids. Donc il y a la quantité compte aussi. Et parfois, on a vu des situations où un article portant sur un produit était publié dans plus ou moins pareil, mais avec quelques petits changements dans 6 revues différentes. Ou bien une stratégie aussi, c'est de ne pas publier, donc de ne pas mettre en route tout ce processus d'avoir une critique avec un cabinet de défense de produits, ça coûte de l'argent, etc. C'est de faire une lettre à l'éditeur. Donc on écrit une lettre, on organise souvent avec des chercheurs universitaires justement rétribués pour ça, une lettre qui critique une étude ça prend du temps, hein, les papiers scientifiques, les études scientifiques, ça prend parfois plusieurs années. Et on écrit une lettre qui la critique, ça passe, elle est publiée, et ensuite on s'y réfère dans d'autres publications. Donc, j'ai vu le cas dans des publications très prestigieuses, par exemple The Lancet. Mais après on cite cette lettre, comme on doit référencer de façon standard en science, sauf qu'on voit, quand on regarde pas de quoi il s'agit, on voit juste le nom d'un article publié dans le Lancet. Donc ça donne du poids dans les références bibliographiques, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la curiosité, quand vous êtes décideur un peu pressé, de vérifier s'il s'agit bien d'un article scientifique détaillé, argumenté, qui critique le travail qui a été fait, vous pouvez pas savoir que c'est une lettre qui fait 4 paragraphes et qui est signée par 5 scientifiques, tous liés à l'industrie, qui ne déclaraient pas leur conflit d'intérêt, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi des revues qui sont complaisantes, c'est-à-dire pour expliquer, les scientifiques, donc les chercheurs, ils publient dans des revues à comité de lecture où chaque article est validé par des pairs scientifiques bénévolement. Est-ce qu'il y a aussi des revues qui sont complaisantes, qui laissent passer sciemment tout un flot d'articles dont elles savent qu'elles sont liées directement à l'industrie? Oui, il y a des revues qui sont connues comme le loup blanc dans ce domaine, la toxicologie en particulier, donc la toxicologie, c'est la toxicité des produits. Il y en a une en particulier qui s'appelle Regulatory Toxicology and Pharmacology, donc la toxicologie et pharmacologie réglementaire, et qui en fait est l'organe de publication d'une pseudo-société savante, qui est la société internationale, avec la même chose qui suit, donc de toxicologie, pharmacologie réglementaire, et qui en fait ne publie plus ses sources de financement depuis une dizaine d'années. Mais à l'époque où elle le faisait, la liste c'était Dow Chemicals, Frito-Lay's, Reynolds, fabricant de tabac. Donc c'est vraiment une organisation qui n'est pas une société savante, pas une organisation scientifique, mais un groupement d'industriels qui se sont unis pour avoir leur revue
C'est-à-dire que parfois on parle de capture, mais c'est une revue qui n'a jamais été capturée, n'a jamais été libre. Ça a toujours été une revue des industriels, et elle publie énormément d'articles. Elle a publié énormément d'articles en faveur de l'industrie du tabac, ou détournant l'attention des effets nocifs du tabac, mais de plein d'autres produits. Donc nous, typiquement, les journalistes, les hommes politiques, quand ils voient ce type de nom très sérieux, un peu pompeux, alors j'ai plus le nom de la revue en tête, mais ils se disent que voilà, c'est un article scientifique qui a été publié dans une revue de toxicologie, c'est quelque chose de très sérieux, on peut faire confiance, parce que contrairement à un article journalistique, l'article scientifique, il est vérifié par les pairs, donc il y a le sceau de la science. Oui, et il y a prétendument une revue par les pairs aussi dans cette revue. Alors que quand on regarde, quand on s'amuse, hein, quand on est un peu comme moi à passer genre des heures sur des détails complètement insignifiants pour d'autres, il y a toujours des délais qui sont indiqués quand vous lisez un article scientifique. Il y a marqué manuscrit reçu à telle date, accepté à telle date, publié à telle date. Et donc le délai entre les deux premières dates, c'est le délai qu'il a fallu pour les pairs pour lire, faire des commentaires, corrections, etc. Des fois, ça prend 1 an. Pour des gros papiers, ça peut prendre 1 an, cet aller-retour. Dans cette revue, ça prend 3 jours. Et les papiers sont publiés 2 jours après, un dimanche. Enfin, il y a des choses complètement aberrantes qui font rire n'importe quel scientifique quand il voit ces dates. Donc la revue par les pairs est de toute évidence, la relecture par les pairs est de toute évidence pas faite avec la rigueur qui s'impose dans la plupart des revues scientifiques, quoi. Vous parliez tout à l'heure d'une organisation. Justement, les lobbies se servent de paravents, des paravents de l'industrie. Qu'est-ce que vous appelez les paravents de l'industrie ? C'est des faux instituts, c'est des faux think tanks, c'est ce genre d'organisations qui ont l'air, encore une fois, très sérieuses, mais qui sont en fait des organisations de lobbying directement financées par les industriels. Ouais, la stratégie de la tierce partie, c'est un classique, en fait, qui a été inventé au début du siècle, en plus par le neveu de Freud, Edward Bernays, qui avait très bien compris que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui parlait en tant que docteur qu'un industriel qui défendait son produit. Donc c'est ça l'origine de la tierce partie, en fait. Et donc la tierce partie, ça peut être donc des organisations paravents, en anglais ce qu'on appelle les front groups, donc c'est des organisations qui ont l'air totalement neutres, mais qui sont en fait financées par les industriels, les think tanks, donc qui ont joué un rôle majeur, par exemple, dans le climato-scepticisme, les think tanks financés par les compagnies pétrolières et les réseaux libertariens américains ont été vraiment numéro 1, en fait, dans la diffusion de cette idéologie climato-sceptique. Et on peut citer une autre stratégie aussi qui est l'astroturfing. L'astroturf, c'est le gazon artificiel, hein. Et les mouvements astroturf, c'est des faux mouvements populaires. C'est-à-dire que par exemple, récemment, je travaillais sur une organisation de vapoteurs, de défense du vapotage, qui en fait était une émanation d'une organisation libertarienne financée avec l'argent des industriels du tabac. Donc c'était pas des vrais vapoteurs qui étaient derrière, c'était... C'était un vrai... En tout cas, la personne qui dirige est un vrai vapoteur, je l'ai vu vapoter, mais sa source de financement n'est indiquée nulle part. Ils prétendent représenter des dizaines de milliers de vapoteurs en Europe, c'est ce qu'indique leur site. Sauf que quand on lui demande de prouver qu'il a 10 000 adhérents, il est incapable de le faire. Et en fait, on a réussi enfin, c'était pas très compliqué, en fait, mais à retracer les sources de financement de cette organisation. Et justement, vous avez des exemples de ces faux instituts, de ces fausses sociétés savantes Je pourrais vous faire un inventaire. Mon ordinateur est un inventaire de ce genre d'organisation. Après, je fais aussi un best-of des intitulés les plus drôles. L'Institut de la pizza surgelée, par exemple. Il y a un conseil d'éducation sur la pomme de terre aussi. C'est McCain qui s'en occupe, les frites surgelées. Donc plus ou moins chaque secteur ou chaque entreprise, je sais pas chaque entreprise, c'est plutôt les secteurs, quoi, ont des pseudo-instituts et des messagers, on va dire des porteurs de leur message qui ont une apparence neutre et que les médias, les décideurs et les régulateurs peuvent croire.
Mais par exemple, bon, on se dit l'Institut de la pizza surgelée, à la limite, on peut imaginer qu'il y a derrière des industriels. Est-ce qu'il y a justement des pseudo-instituts qui sont vraiment très difficiles à identifier comme étant liés à des industriels? Il y en a un en particulier qui est dans le domaine agroalimentaire, qui est ILSI, International Life Sciences Institute. Voilà, ça s'appelle l'Institut. Il y a toujours un nom comme ça, l'Institut, qui donne l'impression de quelque chose de public, et qui n'est pas le cas, en fait, qui a été créé par un des directeurs de Coca-Cola dans les années 70, et qui, en fait, qui est un outil de lobbying scientifique extrêmement sophistiqué. Il y a des branches sur tous les continents, à part l'Antarctique, de ILSI. Et leur but, c'est d'anticiper les réglementations en créant un forum de discussion où ils mélangent les industriels, les académiques et les régulateurs pour développer, en fait, les normes réglementaires de demain. Et donc, comme ils font participer les régulateurs à ce processus, une fois que cet outil arrive sur la table des décideurs, évidemment que les régulateurs qui a participé va dire « Ouais, mais c'est un super outil, mais j'ai participé à le créer. » Donc cette confusion des intérêts dans ce type de forum, c'est extrêmement... c'est un très bon investissement pour les industriels. Et ILSI existe depuis la fin des années 70 et a accompli énormément de choses dans le monde en défense des intérêts de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie des pesticides, des biotechnologies. Ils sont intervenus sur la question du sucre, de l'obésité. C'est vraiment une organisation très sophistiquée. Et ces instituts, est-ce que les scientifiques savent forcément que ces instituts sont des instituts à la main des industriels? Et est-ce qu'ils financent aussi eux-mêmes des recherches? Comment ça se passe? Alors, ILSI maintenant est connu, commence à être bien connu pour être un cheval de Troie des industriels, mais il y a encore pas mal de gens qui sont dupes de ça. Il faut aller, en fait, ça demande l'effort d'aller regarder le à propos, les rapports annuels pour voir qui sont les sponsors, en fait. Et les scientifiques n'ont pas forcément ce réflexe-là, quoi. Pardon, j'ai oublié la fin de la question. Non. Est-ce que justement ces organismes financent des recherches? Et ici, typiquement, finance des recherches et publie de la recherche dans des revues scientifiques. Ouais. Leur but, c'est vraiment de créer ici, c'est du matériau très technique, quoi. C'est vraiment sur comment est-ce qu'on mesure la toxicité des produits chimiques dans tel contexte. C'est vraiment c'est très technique, quoi. Du coup, ce côté technique permet aussi de faire illusion auprès des régulateurs sur la vraie nature de cet institut. Mais vous parliez par exemple de l'industrie du sucre. Son objectif, ça va être de financer des recherches qui ne la mettent pas en cause directement, par exemple. Oui, alors, récemment dans l'actualité, l'exemple qu'on connaît, c'est celui de Coca-Cola, qui avait créé un réseau pour défendre le fait que... Donc c'est l'argument de Coca-Cola et l'industrie agroalimentaire, en particulièrement les industriels du soda, c'est la balance énergétique. En gros, si vous êtes obèse, c'est parce que vous bougez pas assez, vous manquez d'activité physique. Sauf qu'en fait, il y a plein d'autres choses, hein, et notamment, commencer par ce qu'on appelle les calories vides. Les sodas, c'est juste c'est du sucre. Il n'y a aucun intérêt nutritionnel. C'est un peu comme... C'est comme la cigarette, c'est un produit totalement inutile, hein, dont on n'a pas besoin pour vivre. Et donc ils avaient créé ce réseau d'universitaires des mails ont fuité en fait. Le New York Times a révélé qu'en fait c'était Coca-Cola qui finançait ça, alors que c'était des universitaires qui interviewés dans les médias, qui disaient oui mais c'est la balance énergétique, il faut promouvoir l'activité physique, ce qui est un discours tout à fait positif et que tout le monde a envie d'entendre. Ouais, c'est super, faut faire du sport. Sauf que non, faut aussi arrêter de boire du coca, quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle la recherche leurre ou la recherche par dérogation. On va éclairer un pan de la recherche pour ne pas voir un autre pan qui est le vrai problème. C'est les faits scientifiques alternatifs. C'est trouver une causalité alternative
Donc il y a ça, les causalités alternatives, par exemple le cancer du poumon avec la cigarette. Maintenant, c'est parce que vous avez respiré du radon, ou d'autres polluants dans l'air intérieur de la maison. C'est ce que l'industrie du tabac a développé, notamment quand on s'est rendu compte que le tabagisme passif était aussi nocif. Donc ils ont financé énormément de recherches de très grande qualité par ailleurs sur la qualité de l'air intérieur, quoi. Oui, ils ont fait un centre spécialisé sur l'air intérieur, la qualité de l'air intérieur, où ils finançaient que de la recherche sur la qualité de l'air intérieur. Oui, et qui a généré, en fait, qui a été un peu le début de la recherche sur la qualité de l'air intérieur. Donc c'est ce paradoxe, en fait, d'avoir cet argent, pourrait dire, enfin, je pense que c'est quand même une industrie qui a tué 100 millions de personnes. Donc, dire, c'est l'argent sale de l'industrie du tabac qui a contribué à produire de la recherche qui avait un grand intérêt en santé publique. Mais bon, après, c'est aussi de la chance. C'est un peu un coup de bol que ce soit comme ça, quoi. Est-ce que plus près de nous en France, il y a des faux instituts, des organisations avec des noms très pompeux qui sont en fait directement des véhicules pour l'industrie? Vous dites institut, en France, le premier qui me vient, c'est l'Institut Benjamin Delessert. C'est sérieux. C'est l'organe de propagande du secteur du sucre, voilà, qui distribue des prix chaque année à un chercheur pour ses grands accomplissements scientifiques. Voilà, donc moi je trouve c'est toujours une notion intéressante, les prix en science, parce que la science a besoin d'argent et la mendicité scientifique est très importante. Donc les structures qui donnent de l'argent une fois que la recherche a été faite, en général, c'est qu'il y a un souci, quoi. Donc remercier des chercheurs qui ont été financés par l'industrie pour leur bon service, c'est en général un bon indicateur. Ça veut dire, en gros, là, l'Institut Benjamin Delessert, il va récompenser une étude qui va plutôt dans son sens. C'est un peu, il y a la liste de tous les chercheurs qui ont eu le prix de l'Institut Benjamin Delessert. C'est un peu toujours c'est un peu le même groupe de personnes nutritionnistes français qui n'ont pas les liens très clairs avec les industriels de l'agroalimentaire et tout ce discours justement sur il faut une alimentation équilibrée, donc on peut manger de tout, et puis l'activité physique fera la magie du reste, quoi. Est-ce que justement sur ces scientifiques, on sent bien qu'il y en a qui sont financés par l'industrie, est-ce qu'il y en a qu'on peut considérer comme corrompus ou c'est toujours des liens un peu subtils qu'il y a? Moi, proprement parler, je travaille pas sur la corruption. Donc je travaille sur le conflit d'intérêts, qui est le conflit d'intérêts qui n'est pas synonyme de corruption, justement. Un conflit d'intérêts, c'est une collaboration, un lien d'argent avec un industriel qui, dans un contexte particulier, par exemple une expertise publique, vous êtes un universitaire à l'université Truc-Muche et vous recevez un financement de recherche de Coca-Cola. C'est tout à fait légal. Mais si vous vous retrouvez comme appelé à être expert à l'Agence nationale de sécurité des aliments et du travail de l'ANSES, l'agence française, dans le panel nutrition, voilà, cette collaboration devient, à la lumière de votre rôle dans ce panel, un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous avez été payé pour donner un avis particulier qui défend les intérêts de la firme qui vous paye, mais on sait, donc c'est ce qu'on appelle le biais de financement, le funding effect, c'est-à-dire on sait que la source de financement d'une étude a une influence sur son résultat. C'est statistique, en fait. C'est pas une appréciation qualitative. Maintenant, il y a une quinzaine d'études qui permettent de dégager, en fait, statistiquement, que une étude aura 4 à 8 fois plus de chances d'avoir un résultat positif pour le produit si c'est son fabricant qui l'a financé. Qu'est-ce qu'on appelle la science réglementaire et quelle influence les lobbies ont sur cette science? La science réglementaire, qui est en soi je trouve une expression intéressante, ça la différencie de la science. Donc c'est bien qu'il y ait quelque chose de différent dans la science réglementaire. Et là, pour moi, la science réglementaire, elle bénéficie d'exemptions par rapport à ce qu'on attend de la science, notamment le fait que elle n'est pas accessible au public, elle est protégée par le secret commercial, donc elle ne peut pas être regardée étudiée et examinée par d'autres scientifiques,
Et l'autre critère, c'est la reproductibilité des expériences. On ne peut pas refaire, puisqu'on n'a pas les données, on ne peut pas reproduire et voir si on obtient le même résultat, qui est un des critères en fait pour faire de la science. Donc la science réglementaire, c'est la science qui est faite par les grandes entreprises, que ce soit Monsanto, enfin toutes les entreprises, pour permettre de mettre un produit sur le marché et ensuite de donner leurs données aux agences sanitaires. Oui, quand un industriel veut mettre un pesticide sur le marché ou renouveler son homologation, parce qu'on est plutôt dans ce contexte-là aujourd'hui de renouvellement d'homologation, il doit fournir une énorme quantité de données qui démontrent l'innocuité du produit. Et donc ça peut être des études sur l'animal de laboratoire, pour les pesticides, des études sur les expositions ce qu'on appelle les opérateurs, donc les agriculteurs quand ils manipulent les produits. Et donc toutes ces données sont financées, commanditées par les firmes. Donc c'est une masse énorme et c'est sur cette base-là, donc une base. Alors que maintenant qu'on sait que justement le biais de financement existe et que il y a la source du financement a une influence sur le résultat, c'est sur la base de ces études-là que les régulateurs décident ou pas de renouveler une homologation ou d'autoriser un produit. Ce qui est quelque chose qui a été mis un peu à la connaissance du public au moment de l'affaire du glyphosate. C'est-à-dire que nous qui travaillons sur ces sujets-là, on sait bien ça, sauf que quand il a fallu expliquer aux gens, en fait c'est comme ça que ça marche, il y a eu une stupeur en fait générale sur comment est-ce qu'on peut faire confiance aux industriels pour présenter des données objectives sur leurs produits. Si vous demandez une homologation pour un pesticide, vous n'allez pas filer des données qui montrent que tout le monde meurt dans les 15 jours, quoi. Enfin, ça paraît complètement logique que la confiance qu'on a dans les industriels, elle est complètement pas adaptée à la situation. Ça ne veut pas dire que les industriels biaisent les données volontairement, c'est pas ça. Mais factuellement, on sait, quand on arrive à accéder aux données et aux documents internes, etc., qu'il y a des problèmes avec la qualité de ces données. Donc en gros, je résume, par exemple, une entreprise veut autoriser ou réautoriser un pesticide sur le marché, elle crée une étude qui montre l'innocuité de son pesticide et elle le transmet à l'EFSA ou à une agence sanitaire qui va vérifier la qualité et autoriser à mettre le pesticide sur le marché. Mais ces agences sanitaires comme l'EFSA, elles n'ont pas les moyens de refaire les expériences, les études. Elles n'ont pas moyen vraiment de vérifier si ce que disent les industriels est vrai. Absolument, et d'autant plus que c'est pas une étude. Le dossier du glyphosate, c'est des milliers de pages. C'est plusieurs PDF. Vous l'ouvrez, faites ah ok, et c'est quand même super technique. Et il y a plein de données sur la vitesse d'absorption, d'excrétion du produit, les effets sur le rat à tant de jours, sur tel système du corps. En fait, il y a plein d'études différentes. Ils sont censés aussi faire une revue de la littérature académique. Donc il y a aussi tout cet aspect-là dont on s'en est rendu compte à l'occasion du glyphosate, qui est très mal fait, c'est-à-dire que les industriels éliminent les études académiques au prétexte qu'elles ne correspondent pas au canon justement de la science réglementaire, ce qui fait que les régulateurs n'ont sous les yeux que des données sélectionnées, donc d'une part sponsorisées par les industriels et sélectionnées par eux pour autoriser leurs produits. Et donc l'agence en Europe, c'est de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui est responsable de l'évaluation des risques sur les pesticides. Et à chaque fois qu'on a un processus comme ça, elle confie à des agences au niveau des États membres d'examiner les dossiers. C'est-à-dire que les experts des agences publiques sont censés retourner ce qu'on appelle aux données brutes, c'est-à-dire regarder rat par rat ce qui s'est passé, sauf que vous parlez avec 3 personnes, vous avez compris que personne ne fait jamais ça, parce que ça prendrait 10 ans. Et donc c'est un système qui est très très bizarre dans le sens où il remplit pas la fonction qu'il devrait remplir, c'est-à-dire garantir l'innocuité des produits qui sont mis sur le marché. Et en plus, ça coûte énormément d'argent aux industriels de financer toutes ces études. Une étude sur de toxicité
à long terme sur ça, en plus sans compter le coût en vie de rats et de souris, ça coûte plusieurs millions d'euros quoi. Et donc c'est un système extrêmement lourd qui produit pas du tout la sécurité pour le public et l'environnement qu'on pourrait attendre en 2022 quoi. Sachant que j'ai regardé le budget de l'EFSA, je crois en 2021, si ma mémoire est bonne, c'était 118 millions d'euros. Donc on voit bien que l'EFSA serait complètement incapable de faire ne serait-ce qu'une dizaine d'études de ce niveau-là. Après, c'est des décisions politiques qui ont été prises de ne pas donner de pouvoir à ces agences, la façon dont cette expertise est organisée. Et il y a plusieurs personnes qui se connaissent pas, enfin de plein d'endroits différents qui émettent la même idée, enfin parce que tout le monde essaie de trouver ce serait quoi la meilleure solution, c'est quoi la solution idéale pour pas reposer sur les données des industriels. Et donc c'est l'idée du pot commun, c'est-à-dire une taxe pour les industriels et ensuite les pouvoirs publics qui finance ces études à des labos certifiés, ultra sécurisés, avec un anonymat qui garantit qu'il n'y aura pas de pression faite sur les tests et sur les résultats, mais que ce soit de l'argent public en fait qui fasse ces tests et qu'on enlève le doute en fait. Parce que voilà, au fur et à mesure que le temps passe et que les documents internes des industriels sont révélés, et on voit que en fait il y a très très peu de produits en fait qui ont posé problème où l'industrie n'a pas manipulé les données quoi. Sachant, pour donner un ordre de grandeur, je crois que c'est un chiffre, bon, j'espère être exact là-dessus, mais que j'avais lu dans le livre de Dorothée Moison, qu'il y a 100 000 produits chimiques, à peu près substances chimiques sur le marché. Donc on imagine bien que c'est un nombre bien trop important pour que les scientifiques publics ou les agences sanitaires publiques puissent regarder produit par produit l'innocuité de chacune de ces substances. Oui, jusqu'à très récemment, en fait, c'est la réglementation REACH qui a été adoptée en Europe début 2007, qui a contraint les industriels à déclarer leurs produits. Et on en est encore juste à la phase d'enregistrement. Donc il y a plein de processus d'interdiction qui sont même pas commencés. Donc c'est uniquement grâce à ça qu'on sait depuis quelques années seulement qu'il y a 145 000 produits chimiques sur le marché en Europe. Mais sur certaines familles de produits chimiques, par exemple les composés perfluorés, c'est les anti-adhésifs, anti-taches, la famille, l'OCDE a estimé qu'il y en avait plus de 4700 composés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été mis sur le marché, mais il y a quand ils se dégradent, ils sont là pour toujours, ils se dégradent pas complètement, mais ils se dégradent en autres composés perfluorés, et il y en a des milliers dans l'environnement sous plein de formes diverses, quoi. Il y a un autre sujet qui est intéressant vis-à-vis de ces agences sanitaires, c'est aussi les conflits d'intérêts qu'elles-mêmes peuvent avoir, que leurs experts peuvent avoir vis-à-vis de l'industrie. Alors c'est un chiffre, c'est marrant parce que c'est un chiffre que je cite souvent, et en relisant votre livre, je me suis rendu compte que c'est vous directement qui aviez contribué avec Martin Pigeon à trouver ce chiffre. Il disait que 46%, alors c'est un chiffre qui a été réactualisé, mais 46% des experts de l'EFSA avaient des conflits d'intérêts. Ça veut dire que les agences sanitaires qui, d'une part, vérifient la science produite par les industriels, en plus, ont des conflits d'intérêts ? Le chiffre en 2013, quand j'avais fait ce travail avec l'ONG Corporate Europe Observatory en 2013, c'était 58%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas les experts, ce sont pas des employés des agences. Les agences ont des fonctionnaires, comme vous avez cité, le chiffre est assez maigre, le budget est assez maigre. Mais pour chaque spécialité, donc l'EFSA a 10 panels d'experts spécialisés, pesticides, nutrition. Et pour chaque panel, on fait appel à des experts externes, des universitaires typiquement, ou parfois des employés d'agences des États membres, mais c'est souvent des universitaires. Et donc, comme ces universitaires peuvent être liés à l'industrie par des financements de recherche, des contrats de consultants, etc., parce qu'ils ont tout à fait le droit de le faire. Sauf que, comme on expliquait tout à l'heure sur la question du conflit d'intérêts, si on se retrouve dans le contexte de donner une opinion dans le cadre d'une expertise publique comme expert dans un panel, ça met les experts dans des situations de conflit d'intérêts. Et jusqu'à aujourd'hui, l'EFSA a une compréhension très très limitée, semble-t-il, de ce que c'est un conflit d'intérêts, et n'arrête pas de repatouiller sa politique de gestion des conflits d'intérêts, mais ça, de toute évidence, ça marche pas très bien, parce que le chiffre, on est quand même toujours aux alentours de la moitié
d'experts qui ont des liens problématiques avec les industriels dont ils doivent juger les produits, quoi. Alors sur c'est à peu près 200 experts, je crois, quelque chose comme ça. Vous avez épluché les CV un à un. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de conflits d'intérêts pour qu'on comprenne bien? Oui, c'était un boulot extrêmement fastidieux. Ça nous a pris plusieurs semaines. Je me souviens plus des chiffres, mais il y avait effectivement 20 scientifiques par panel. Il y a 10 panels, et chaque déclaration d'intérêt peut contenir 40 choses. Mais ça peut être des choses aussi diverses que membre de la société d'entomologie grecque. Mais c'est écrit en anglais, donc comme des fois il y a des sociétés savantes qui n'en sont pas, qui sont des fausses sociétés savantes, on a recherché les noms, par exemple, cette société en grec, comment ça se disait, et à coup de Google Trad. Voilà, on a fait un travail de fourmi maniaque. Et du coup, on a trouvé des fausses sociétés savantes et des organisations écrans de l'industrie qui n'avaient évidemment pas été analysées ou détectées par l'EFSA. Mais je sais pas, qu'est-ce que je pourrais citer comme c'est un peu ancien, j'ai pas d'exemple précis qui me vient à l'esprit, mais dans mon souvenir, la principale source de conflit d'intérêts, c'était justement les sources des financements de recherche, qui a un problème majeur aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un choix politique, pareil, qui a été fait au début des années 80, fin des années 70 aux États-Unis, alors qu'à l'époque, l'écrasante majorité de la recherche était faite sur financement public. On a décidé d'ouvrir les portes de la recherche à l'argent privé, et aujourd'hui, cette mendicité à laquelle sont contraints les chercheurs les pousse à aller chercher de l'argent du privé, et les entreprises ont très bien compris qu'elles avaient un intérêt à financer la recherche. Et donc ces financements de recherche qui sont pervasifs dans le monde universitaire contaminent du coup les scientifiques quand ils se retrouvent dans des situations d'expertise publique. Oui, vous écrivez dans Lobotomie justement que la recherche était presque exclusivement publique dans les années 60 aux États-Unis, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse, près de 2/3 de la recherche est financée par le privé. Pour qu'on comprenne bien, nous en tant que béotiens, on a l'impression que la recherche c'est docteur X et universitaire à Harvard, à Paris-Saclay, et qu'il reçoit des financements publics pour pouvoir faire des études. Comment ça se passe, une étude qui est financée par le privé ? En fait, dans la recherche, il n'y a jamais assez d'argent donné par la structure qui vous emploie pour faire votre travail correctement. Donc les chercheurs doivent cherchent de l'argent public ou privé. C'est-à-dire que ceux qui ne veulent pas travailler avec le privé vont essayer de chercher de l'argent auprès de l'Europe, où il y a un budget de recherche énorme. Donc c'est cette tâche administrative qui bouffe complètement les chercheurs, de remplir des dossiers de demande, etc. Et d'autres qui se tournent vers le privé où c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile aussi. Et donc c'est ça les sources de financement complémentaires en fait de la recherche. Le problème, c'est que non seulement ça crée ce biais dans le résultat, mais ça cadre les questions. C'est-à-dire que les questions qui sont posées par de la recherche financée par de l'argent privé sont pas les mêmes qu'avec de l'argent public. Et on se posera par exemple beaucoup plus on financera beaucoup plus de travaux sur des applications d'un produit que sur l'évaluation des dangers pour les personnes et l'environnement en amont de l'utilisation des produits. Et c'est quelque chose qui a été montré statistiquement sur sur des projets de recherche européens. Donc c'est des programmes de recherche. Donc c'est sur 5 ans, des sommes, des milliards qui sont répartis sur des projets. Donc des chercheurs avaient essayé d'évaluer cette proportion entre les applications, l'innovation et l'évaluation des risques, alors qu'on se plaint qu'on n'a pas assez d'études justement pour essayer d'évaluer, par exemple, c'est quoi l'impact des OGM sur la santé, alors que les OGM, c'est un terme qui veut tout et rien dire. Mais ça, et les pesticides néonicotinoïdes, l'impact sur les abeilles et sur la biodiversité. Et en fait, ces projets-là, il y en a quasiment pas. Et c'est ça qui est assez frappant, en fait. C'est-à-dire que c'est le biais qui est dans la recherche, il va jusqu'à la façon dont sont posées les questions dans les programmes de recherche européens aussi. Et ça veut dire que, par exemple,
une grande entreprise, Total, Coca, qui cofinance une recherche, du jour au lendemain, elle peut retirer ses sous. Ça met aussi une énorme pression sur les chercheurs qui voient des financements être retirés du jour au lendemain. On a des cas, des histoires où les industriels n'ont pas du tout été contents du résultat. Donc il y a un cas très connu qui est Tyrone Hayes, qui est un chercheur américain qui travaillait sur les effets de l'atrazine, qui est un herbicide de Syngenta sur les grenouilles. Et les grenouilles n'étaient pas très heureuses sous l'effet de l'atrazine. Mais Syngenta a demandé à Tyrone Hayes de ne pas publier les résultats. Et Tyrone Hayes, qui est une sorte de rockstar de la recherche, y compris physiquement, a quand même publié. Et il a été harcelé par Syngenta, suivi, sa compagne aussi, par des détectives. Enfin, il a payé le prix cher, en fait, et je n'ai pas les détails de ses financements de recherche depuis. Je ne pense pas qu'il a retravaillé avec l'industrie. Et justement, ça arrive qu'il y ait des attaques ad hominem, des intimidations de la part de l'industrie sur des chercheurs, critiquer leur travail. Les industries et les lobbies cherchent à intimider les chercheurs. Les industriels attaquent la recherche qui met en cause leurs produits, mais ils attaquent aussi les scientifiques qui produisent cette recherche. Et dans cette histoire-là, il y a presque un petit panthéon des scientifiques qui ont été attaqués par l'industrie. Irving Selikoff par les industriels de l'amiante, par exemple, Needleman avec le plomb, Tyrone Hayes avec l'atrazine, le pesticide. Et presque pour chaque produit, on pourrait mettre le nom du scientifique qui a été. Alors c'est pas forcément, on parle pas de menaces physiques, mais c'est des attaques. Un exemple, c'est que je connais bien, donc les perturbateurs endocriniens, les substances chimiques qui interagissent avec le système hormonal. Le chercheur qui a été en première ligne au moment de l'élaboration de la réglementation européenne, Andreas Kortenkamp, qui est un toxicologue de l'université de Brunel, en Grande-Bretagne, a été. Les industriels ont tenté de le décrédibiliser, de minimiser sa compétence scientifique auprès des décideurs européens. Donc j'ai vu des emails envoyés par des lobbyistes de la chimie à des responsables de la Commission européenne qui le qualifiaient de militant. Donc ce terme de militant, il est très souvent utilisé par les industriels pour décrédibiliser un scientifique. Je lisais là, parce que je lis parallèlement un des livres de votre excellent collègue Stéphane Foucard, qui raconte aussi que Jean-Marc Bonmatin, qui est un des scientifiques qui travaille un des premiers à avoir travaillé sur les perturbateurs endocriniens, raconte lui ce qu'il dit, une descente de Bayer dans son laboratoire. Ça, on a l'impression d'être dans un film d'action quand on lit des choses comme ça. C'est vrai que cette histoire est particulièrement incroyable. Ouais. Et moi, j'ai pas rencontré ce cas de figure dans mon travail, mais je sais que Stéphane a travaillé dessus. Mais ça veut dire quand même que c'est pas simplement une histoire qu'on fantasme. Il y a des méthodes musclées de barbouze de la part des industriels. Je peux pas vous décrire moi, j'ai jamais documenté de méthode de barbouze. Donc je peux pas, je vais pas les inventer. Moi-même, j'ai jamais été victime de ce genre de choses. Si la question d'après c'est ça. Oui, vous avez jamais non, parce que Karine Jacquemart, par exemple, la responsable de Foodwatch en France, elle a été fichée par Monsanto. Vous avez jamais eu d'intimidation, de choses que vous avez trouvées louches? Mon collègue et ami Stéphane Foucard a été aussi fiché par Monsanto. D'ailleurs, Monsanto a été condamné pour ça. Mais ce fichage, moi j'étais pas, parce que c'était qui datait d'avant mon arrivée sur le glyphosate, donc je travaille dessus. Peut-être que dans le fichier qu'ils ont créé 2 ans plus tard, j'étais dedans en fait. Mais après il faut être fiché, c'est à la base du travail d'un lobbyiste. Un lobbyiste junior dans une boîte, la tâche qu'on lui demande, c'est de faire la liste des acteurs sur un sujet, et les codes couleurs sur il est avec nous ou il est contre nous, c'est un peu le travail de base, quoi. Il y a un phénomène que vous citez pareil dans Lobitomie, je me réfère beaucoup à ce livre-là.
un exemple frappant d'une lettre qui compte aujourd'hui plus de 159 prix Nobel accusant Greenpeace de crimes contre l'humanité parce que l'ONG s'oppose au riz doré, un OGM qui pourrait soi-disant sauver des millions de vies en Asie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire ? Le riz doré, c'est un peu l'OGM qui sert à plein de choses, hein, qui est en fait c'est un riz qui contient de la vitamine A, dont une déficience peut créer de la cécité ou la mort. Voilà. Donc la déficience en vitamine A est un problème de santé publique, mais dans cette lettre, c'est prix Nobel, ces gens au titre, bardés de titres, affirment que Greenpeace s'oppose à la mise sur le marché de ce produit. Donc, la réalité de la situation, c'est que ce produit n'est pas du tout prêt, il n'est pas au point encore, donc il n'existe pas. Qu'il y a d'autres solutions en fait pour gérer la déficience en vitamine A qui sont beaucoup moins coûteux que ça, et que les fameux scientifiques en question, c'était un agencement assez divers de personnes, c'était pas que des prix Nobel, hein. Et la conférence de presse avait été organisée par Jay Byrne, qui est l'ancien responsable de la communication pour Monsanto, et qui aujourd'hui dirige une boîte qui s'appelle Vimfluence, qui produit justement du contenu utilisé il faut avoir les codes pour entrer sur le site de Vimfluence, où il y a des argumentaires prêts en fait pour les personnes qui veulent défendre les biotechnologies ou les pesticides sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça veut dire que les lobbies vont chercher des gens qui sont pas spécialistes, mais qui ont une notoriété très forte, une réputation intouchable, pour les faire parler sur un sujet qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, pour abuser de leur réputation? Oui, en fait, c'est très pratique la science, hein. L'autorité de la blouse blanche, ça dupe beaucoup de gens. Le problème, c'est que c'est pas parce que vous êtes spécialiste de la biologie du bulot que vous êtes capable de vous exprimer sur comment ça fonctionne une centrale nucléaire. Il y a un monde entre un bulot et une centrale nucléaire, mais ça n'arrête pas certains d'entre eux, quoi. Et une grande partie de la force vive du climato-scepticisme était incarnée par deux personnalités scientifiques qui étaient bardées de titres aussi, mais qui étaient des physiciens, qui n'avaient rien à voir avec les questions du climat, qui n'avaient aucune compétence, hein, et qui avaient sur ces questions-là. Dernière question, est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît important qu'on n'aurait pas abordé pour comprendre les stratégies des lobbies? Peut-être de prolonger un peu sur l'autorité de la blouse blanche, quoi, c'est l'image que la science a pour le public, ou pour les décideurs. C'est quelque chose que les industriels utilisent de façon très forte. C'est comme si on pense tous qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui a la poursuite de la vérité, et que la science, c'est la science, et elle ne peut être que de la science, comme si elle n'était pas du tout insérée dans une société avec des personnes, y compris des personnalités qui ont des intérêts, des problèmes. C'est un peu, dans mon bouquin, je dis c'est un peu comme la comté dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. La science avec des petits hobbits en blouse blanche qui font de la science. Ça marche pas du tout comme ça, en fait. C'est une image complètement trompeuse. Et le problème, c'est que à partir du moment où quelqu'un met une blouse blanche, en fait, il y a une espèce de crédulité qui s'empare du spectateur, du régulateur, de l'homme politique, quoi. Oui, vous le racontez bien. À un moment, il y a un exemple, je ne sais plus dans quel secteur, mais quelqu'un qui met une blouse blanche et qui... Vous pouvez raconter cet exemple? Ouais, ça c'est vraiment un des documents fuités les plus sympathiques de toute ma vie professionnelle. C'est un PowerPoint du lobby de la viande aux États-Unis, où on voit la lobbyiste chargée des questions scientifiques. Elle a une diapo, donc son PowerPoint. Elle dit vous voyez la différence? Donc il y a une photo où elle est avec son tailleur, adossée à une chaise en mode serveuse de cocktail, et l'autre où elle a sa blouse blanche. Voilà. Et elle met Dr Boren, donc évidemment ça change tout, et elle est avec sa blouse blanche sur la chaîne YouTube où elle explique plein de choses sur la viande. Cette autorité-là, évidemment, n'importe qui croit beaucoup plus un docteur. C'est justement ce que
le neveu de Freud, Edward Bernays, qui a inventé les relations publiques, qu'on appelle le père des relations publiques, a utilisé. Les gens me croiront bien plus si vous m'appelez docteur. Dernière question. Aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur conseillez s'ils ont touché du doigt ce sujet des lobbies qui est complexe, qui suscite aussi beaucoup de fantasmes? Quel message vous voudriez leur adresser? C'est toujours un peu compliqué pour un journaliste d'adresser des messages aux gens. Mon message, c'est l'information, quoi, du public. Mais c'est de dire que le lobbying n'est pas un fantasme, c'est une réalité, que ça a un impact majeur sur la santé des personnes, sur l'état de l'environnement, mais sur l'état de notre démocratie aussi. C'est-à-dire que toute une partie des processus de décision qui sont liés à la science, à des choses très techniques, ont été complètement confisqués par des entités qui ont des intérêts commerciaux et des produits nocifs à défendre. Et c'est des arènes dans lesquelles le public n'a plus aucun accès. Et ça c'est un énorme problème aujourd'hui qui est complètement sous le radar. Stéphane Aurel, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Merci à vous. Et à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.